tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans la seconde vidéo qui sera dédiée à mes copies du CAPES. Je vous ai fait donc précédemment une analyse de ma copie en dissertation, donc à l'écrit. Je rappelle que au CAPES de lettres modernes, vous avez donc 2 épreuves à l'écrit et 2 épreuves à l'oral. Il se trouve que nous avons la possibilité de récupérer nos copies au format dématérialisé. C'est une démarche que j'ai faite et donc j'ai reçu mes copies en septembre et j'ai décidé de les analyser avec vous pour vous montrer un petit peu ce qu'on nous demande et ce que sont les attendus et revenir également sur ma prestation après coup. Donc, la dernière fois j'avais fait la dissertation qui est l'épreuve écrite numéro 1, donc une dissertation sur œuvre. Aujourd'hui on va revenir sur l'épreuve numéro 2 à l'écrit, l'épreuve disciplinaire appliquée. La moitié grammaire, stylistique, sémantique de façon très théorique, l'autre moitié de l'exercice qui consiste en une proposition didactique. C'est la partie où vous vous transformez en un professeur ou futur professeur et où vous établissez un cours. Cette épreuve, on a 5 heures pour la réaliser, c'est vraiment très peu au vu de tout ce que vous avez à faire, vous allez le voir. J'ai d'ailleurs cru que j'allais péter un câble en plein milieu de cette épreuve, mais j'ai tenu le coup et ça valait le coup. Je dis tout de suite, j'ai eu 19,5 sur 20 sur cette épreuve. Encore une fois, tout n'est pas parfait, il y a pas mal d'erreurs, il y a pas mal de petites choses qui auraient pu être améliorées, mais on est noté non pas de façon absolue, mais en fonction des autres prestations. Donc si j'ai eu cette note, c'est pas parce que dans l'absolu ça valait 19,5, mais c'est surtout que c'était probablement des meilleures copies. Pour cette épreuve, nous avons un corpus de textes d'études. Donc là, en l'occurrence, on avait 2 textes qu'on allait avoir à étudier en théorie dans la partie théorique, donc les 10 points sur la grammaire, la stylistique et la sémantique. Et on avait des documents et textes complémentaires. Donc là, pour le coup, on avait un texte complémentaire, une photographie, un corpus de phrases, exercices et un écrit d'élèves. Donc là, c'est plus pour la partie didactique, les 10 autres points. Donc je vais déjà commencer par la partie théorique avec les questions. Donc ça se présente toujours de la même manière. On a 3 questions. La première, c'est une question de lexicologie et de morphologie. Ils appellent ça de la sémantique historique. L'idée, en fait, c'est qu'on va devoir étudier des mots extraits des textes qui sont à l'étude, expliquer d'où ils viennent, leur origine, donc là c'est plutôt de façon diachronique. Puis on va devoir expliquer leur formation, donc là en synchronie, leur morphologie, expliquer aussi leur sens à la fois dans le dictionnaire de façon absolue et leur sens relatif au contexte du texte. Il y a vraiment 2 versants à cette épreuve, à la fois un versant morphologique où on doit traiter de la formation du mot, si c'est un mot composé par dérivation, s'il y a un préfixe, un suffixe, et également le sens du mot. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là la question c'était, vous étudierez les mots aussitôt, texte A vers 23, et aujourd'hui texte B vers 30, en vous intéressant à leur origine, leur formation et l'évolution de leur signification. Alors c'est un peu tout mélangé, hein. Au CAPES on n'est pas aussi précis qu'à l'agrégation pour cette question là, mais le but c'est de montrer que vous savez le plus de choses possible. Et vous allez voir sur cette question, je me suis trompée sur le mot aujourd'hui. En sémantique, vraiment un des mots les plus étudiés, donc je m'en suis voulu. Alors moi ce que j'ai mis, donc les mots aussitôt et aujourd'hui sont 2 adverbes de temps formés tous 2 par composition savante. Alors n'hésitez pas aussi à mettre en lien les mots qu'on vous demande d'analyser parce que souvent ils ont un lien soit au niveau de leur nature, bah là c'est 2 adverbes, soit au niveau de leur formation, bah là pour le coup c'est 2 adverbes qui sont formés par composition savante, c'est-à-dire de l'origine latine de 2 mots latins qu'on a ensuite collés. Il faut toujours souligner les mots qu'on vous demande d'étudier quand vous les citez. Alors quand vous voulez juste l'extraire du texte, en tant que citation du texte, c'est entre guillemets. Le souligner en fait c'est montrer que vous parlez de ce mot-là et pas d'autre chose. À peu près 4 étapes. D'abord la forme, il faut d'abord dire, avant de rentrer dans quoi que ce soit, ce que c'est que ce mot. Si c'est un nom, si c'est un adjectif, si c'est au féminin, si c'est au masculin, si c'est un verbe, c'est à quelle personne, à quel temps, etc. Là pour le coup c'est un adverbe simple. L'étymon, et on va remonter à l'origine du mot. Formation par composition savante à partir du latin autem, aussi, et du mot to. Aussi peut signifier l'identité en tant que synonyme de même, ou la circonstance en tant que synonyme d'alors, ou encore l'addition en tant que synonyme de plus. Couplé au mot to, qui signifie la temporalité proche, il prend un sens temporel. Alors là ici, j'avais essayé de combiner mes vagues connaissances en latin avec ce que je savais du mot aussitôt. J'ai jamais étudié le mot aussitôt en cours. Voilà, j'ai essayé de bricoler des trucs, c'est toujours ça, hein, le CAPES, on essaie de bricoler. Enfin, pas toujours ça, mais en tout cas, en sémantique, souvent, c'est du bricolage. Et là, pour le coup, c'est du bricolage, mais du bricolage qui fait savant, donc
faites illusion. Alors le sens courant, le sens usuel d'aussitôt est celui de la temporalité soudaine. Cet adverbe sert à introduire une action qui survient immédiatement après un événement ou une décision. Ici, il n'y a pas besoin de s'appeler Einstein pour savoir définir ce que signifie aussitôt. J'ai envie de vous dire, entraînez-vous à savoir définir des mots. Ça va vous servir déjà pour la dissertation, mais aussi pour la sémantique lexicale. On sait bien qu'on n'a pas un dictionnaire à côté de nous pendant le concours, donc il faut que vous soyez capable d'investir ce rôle du dictionnaire. Et enfin, sens en contexte, donc là c'est le sens qu'a le mot dans le texte. Parfois, il va y avoir un décalage par rapport au sens dans le dictionnaire. Peut-être que ce sera un sens sous-entendu, un second sens. Les mots sont souvent polysémiques. Donc ici, sens en contexte, dans le texte, l'adverbe aussitôt introduit l'action du notaire qui, d'après les propos rapportés par Lisette, se saisit de son matériel pour écrire immédiatement après être arrivé dans le cabinet de Géronte. On note quelques vers plus haut la présence de tantôt, vers 21, formé de même par composition savante avec le mot tôt, dénotant également la temporalité proche. Donc n'hésitez pas aussi à ajouter des connaissances que vous avez sur d'autres mots, éventuellement du texte, ou même d'autres mots que vous connaissez qui sont formés de la même manière. C'est vraiment ce qu'on attend en sémantique, c'est que vous soyez capable de faire des liens avec d'autres mots qui sont formés de la même manière. La morphologie et la lexicologie, c'est l'étude de la formation des mots et de leur sens. Alors on va voir ce que ça a donné pour aujourd'hui, et vous allez voir qu'en fait je me suis trompée parce que j'ai oublié d'où venait aujourd'hui. Alors forme, c'est un adverbe, l'étymon c'est formation par composition savante à partir de la préposition au, du nom jour, donc ça jusque là c'était bon, de la préposition des apostrophes et du latin hoc ici, alors que non. Oui, ça vient du latin hodie qui signifie aujourd'hui. Donc finalement aujourd'hui c'est un pléonasme, c'est le premier pléonasme avant au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui c'est encore pire, mais aujourd'hui ça veut déjà dire au jour d'aujourd'hui parce que au jour ça veut dire ce jour et oui ça veut dire ce jour. Donc c'est ce jour, c'est un redoublement. Ce groupe prépositionnel s'est réuni en un mot pour former l'adverbe aujourd'hui. Après vous allez me dire, oui mais si on n'a pas fait de latin, on peut pas passer le CAPES de lettres. Si, tout à fait, c'est juste que vous n'aurez pas cette information là, mais vous êtes tout à fait capable de découper aujourd'hui en faisant au, jour, et puis après le dernier élément, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est, mais au moins vous êtes capable de dire que ça se découpe comme ça, et que c'est un regroupement de noms et de prépositions qui sont agglutinés et qui font un adverbe. Ça, vous êtes tout à fait capable de le dire sans avoir fait une once de latin de votre vie. Cela dit, avoir fait du latin, même un minimum, ça aide pas mal pour le CAPES et c'est valorisé, je vais pas mentir. Sens courant, cet adverbe temporel a une valeur déictique puisqu'il réfère à la situation d'énonciation. Il désigne le jour présent. L'adverbe aujourd'hui s'oppose à l'adverbe hier, qui renvoie au jour précédent, le jour présent, passé, et à l'adverbe demain, qui renvoie au jour suivant, le jour présent, futur. Dans un emploi plus général, l'adverbe aujourd'hui renvoie à toute situation dans le présent, équivalent de nos jours. N'hésitez pas aussi à varier les significations. Et oui, ça fait un peu mathématique de dire qui renvoie au jour précédent, le jour présent, qui renvoie au jour suivant, le jour présent, mais c'est souvent comme ça les définitions en sémantique. Ensuite, le sens en contexte. Dans le texte, l'adverbe aujourd'hui renvoie au moment où le locuteur, Alcandre, s'exprime, moment où la triste fin de Clindor est révélée à son père Prídamant. L'adverbe aujourd'hui a une valeur plus ou moins générale dans cet emploi, synonyme de maintenant. N'hésitez pas aussi à jouer avec les synonymes et les antonymes, c'est valorisé en sémantique. Donc ça c'était pour la sémantique, c'est une question qui vaut quand même très peu de points, hein, ça vaut 2 points, mais c'est non négligeable. Par contre, n'y passez pas un temps incroyable, hein. Au-delà d'une demi-heure ça commence à être trop, il faut vraiment speeder sur cette question, on n'a pas le temps, vous allez voir les autres elles valent beaucoup plus de points et elles sont beaucoup plus longues à traiter. Donc la grammaire ensuite qui est sur 4 points. Là on va vous donner une notion et à partir de cette notion grammaticale vous allez devoir produire un classement des occurrences dans le texte. Donc là par exemple c'était la consigne étudier les emplois de l'infinitif dans le texte A du vers 19 n'en doutez nullement jusqu'à la fin de l'extrait, dans le texte B du début de l'extrait jusqu'au vers 12 les vivants et les morts. Alors ici la question c'était l'infinitif. On peut vous poser des questions sur absolument toutes les catégories grammaticales possibles. Ça peut être une question sur les adjectifs, sur les déterminants démonstratifs, les déterminants possessifs. Ça peut être une question aussi sur des fonctions, hein, pas que sur des natures de mots. Le complément d'objet direct dans le texte, ou étudier la construction du verbe dans le texte. Ici c'était les emplois de l'infinitif. Alors c'était pas seulement l'infinitif, mais c'était les emplois. Donc il était question des fonctions syntaxiques qu'occupe l'infinitif. Ça se traite toujours avec une introduction qui présente
de façon générale la notion, puis un classement qui va classer d'après cette introduction les différentes occurrences du texte. Alors pas de conclusion parce qu'on n'a pas le temps et ça sert à rien en grammaire, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Il faut vraiment faire une intro béton pour présenter la notion avec des exemples, pour ensuite amener le classement des occurrences du texte. L'infinitif est l'un des 3 modes impersonnels du verbe avec les formes participe et le gérondif. Du point de vue morphologique, le verbe à l'infinitif est invariable, puisqu'il ne se conjugue pas. On distingue usuellement 3 groupes de verbes après la terminaison de leur infinitif. ER pour les verbes du premier groupe, IR pour les verbes du deuxième groupe qui ont une forme en isson à la P4. Toutes les autres terminaisons forment le troisième groupe. L'infinitif peut avoir une forme pronominale, se montrer, et une forme présent, danser, à distinguer de sa forme passée, avoir dansé, formée à partir de l'auxiliaire avoir à l'infinitif et du participe du verbe. Du point de vue sémantique, l'infinitif signifie que le procès n'est pas encore actualisé, étant donné que le verbe n'est pas conjugué, l'action n'est pas effectuée par un agent. L'infinitif est ainsi souvent employé dans les formules proverbiales telles que « il faut souffrir pour être belle » ou encore dans les recettes ou modes d'emploi où il se double d'une valeur d'ordre, mettre au four à 180 degrés. D'un point de vue syntaxique, l'infinitif peut occuper plusieurs fonctions. Il peut être sujet, savoir c'est pouvoir, COD, j'aime jouer, COI, il s'occupe à jouer, complément circonstanciel, pour jouer je dois avancer mes pions, complément du verbe impersonnel, il faut jouer, attribut du sujet, savoir c'est pouvoir. L'infinitif est le noyau du groupe infinitif, être beau est une chance. L'infinitif occupe également le rôle de semi-auxiliaire pour certains verbes, vouloir dire, laisser faire, pouvoir donner. Nous étudierons les occurrences de ce texte d'après un plan syntaxique en organisant les infinitifs selon les différentes fonctions qu'ils occupent. Plusieurs choses sur cette intro. Déjà, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on peut savoir tout ça? Moi, j'ai fait des introductions pour chaque notion qui risquait d'arriver au concours, mes professeurs m'avaient bien indiqué, et je les ai bêtement apprises par cœur. Alors quand je dis par cœur, c'est dans les grandes lignes, évidemment pas au mot près. Aussi, pour structurer vos intros, moi je vous conseille de parler de 3 points. Le point morphologique, donc en gros comment se construit la notion, qu'est-ce que c'est que la notion, est-ce que c'est une notion variable, par exemple le nom, faudrait dire que le nom il peut prendre la marque du pluriel par exemple. Parler du point de vue sémantique, c'est-à-dire la notion en discours, à quoi elle renvoie, par exemple le nom ça sert à désigner des réalités, tandis que l'adjectif ça sert à qualifier ces réalités. Là pour le coup l'infinitif c'est un verbe mais il n'est pas conjugué, donc l'action n'est pas encore actualisé. On dit que le procès du verbe n'est pas actualisé. Et puis vous finissez par le point de vue syntaxique puisque c'est ce que vous allez traiter dans votre plan, parce qu'on est en grammaire donc il faut toujours parler de syntaxe, hein. Vous ferez pas un plan sémantique en disant oui bah là l'infinitif il signifie ça et là il signifie ça. Non, ça c'est hors sujet, c'est de la grammaire donc c'est de la syntaxe. Syntaxe en grec ça veut dire l'organisation de la phrase. Donc en gros comment sont reliés les éléments de la phrase entre eux, c'est la syntaxe. Et donc vous traitez la notion d'un point de vue syntaxique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'infinitif, qui est une catégorie grammaticale, peut occuper comme fonction. Et là n'hésitez pas à prendre des exemples, ce que j'ai fait quand j'ai cité que l'infinitif pouvait être sujet dans savoir c'est pouvoir. C'est bien aussi quand vous faites vos introductions, que vous préparez chez vous, de mettre à chaque fois des exemples à côté, ça sera plus parlant d'une part pour vous, ça vous aidera aussi à construire votre introduction et à vous souvenir que l'infinitif ça peut être sujet mais ça peut aussi être objet. Et en même temps ça va éclairer l'examinateur sur votre compréhension de la notion. On va passer ensuite à mon classement. Alors déjà, pour traiter cette question, je vous conseille au brouillon de relever toutes les occurrences du texte, parce qu'il faut éviter d'en oublier. Sanctionner si vous oubliez des occurrences. Donc il faut relever tous les infinitifs dans le texte. S'il y a des infinitifs sur lesquels on n'est pas sûr, ou des occurrences, quelle que soit la notion qu'on n'est pas sûr, eh bien on peut les traiter dans un dernier point de notre classement. On va appeler ça cas problématique ou cas particulier. Et là vous montrez que vous n'êtes pas sûr, mais qu'en même temps vous avez repéré cette occurrence-là, et donc que vous la laissez pas de côté, que vous vous posez quand même des questions. Ça montre que vous avez une réflexion et ça sera toujours valorisé. Donc moi je commence mon plan, donc toujours avec les titres apparents, et vous faites des tirets parce que sinon vous n'allez pas avoir le temps, enfin vous n'avez pas le temps de tout rédiger, ça reste vraiment du plan détaillé. Je commence avec les infinitifs compléments circonstanciels. Organisez toujours votre plan en partant des occurrences qui sont les plus nombreuses dans le texte, en allant vers celles qui sont les plus rares dans le texte. Alors petit 1, il faut toujours faire des sous-parties. Infinitif complément circonstanciel de but, et donc là je les cite dans le texte A, le texte B, donc vous mettez bien toujours le nom, le numéro du vers ou de la
la ligne pour que le correcteur puisse se repérer. Vous citez, donc entre guillemets, puis vous spécifiez un peu ce que c'est qu'en grammaire. Donc par exemple, prouver vers 19 est noyau du groupe prépositionnel pour prouver le fait. Si vous utilisez des abréviations, il faut toujours au moins spécifier à un moment donné de votre copie à quoi ça correspond, abréviation ou sigle. Donc vous voyez, toujours la même mécanique. Je cite le numéro du vers ou de la ligne, je cite l'infinitif, l'occurrence, et ensuite je dis ce que c'est en grammaire. Noyau du groupe prépositionnel, patati patata. Petit 2, infinitif complément circonstanciel de manière. Donc là on est toujours du point de vue des fonctions. Les fonctions que vous n'avez pas dans le texte. Si vous relevez pas d'infinitif attribut du sujet, ben vous n'en parlez pas. Vous l'avez déjà dit en intro, mais vous ne le mettez pas dans votre classement puisqu'il n'y a pas d'occurrence qui correspond à ça dans les textes. Grand 2, infinitif complément du verbe, on avait un infinitif complément d'objet indirect et un infinitif complément d'objet direct. On avait également un infinitif complément du verbe impersonnel ou séquence d'impersonnel. J'avais relevé également des cas particuliers, donc soit l'identification est rendue complexe par l'antéposition, là ce que j'avais dit. Ça peut être un complément de locution figé. Pareil, ensuite on a un noyau de locution figé, et puis on a une construction factitive. Alors bon, tout ça c'est du jargon technique, grammairien, grammatical, tout ce que vous voulez. Je vous conseille d'apprendre quand même ce jargon, ça vous permet de le ressortir pour des cas particuliers comme ça. Mais en tout cas, les notions de base, infinitif, complément d'objet direct, indirect et du verbe impersonnel, ça c'est à savoir quand même, vous êtes futur prof de français. Vous devez apprendre des termes techniques qui vous permettent de qualifier. Là pour la grammaire, vous voyez qu'on finit de façon assez abrupte, il n'y a pas de conclusion parce que ça sert à rien de dire ah bah il y a beaucoup d'infinitifs compléments circonstanciels dans cet extrait. Ça sert à rien, vous venez de le montrer par votre classement. Pas besoin de conclusion, ça vous fait gagner du temps parce que croyez-moi vous n'avez pas de temps pour faire tout ça. Environ 1 heure. C'est très peu, croyez-moi, pour traiter une question d'aussi grande envergure. Mais au niveau des occurrences, généralement, vous en aurez une bonne dizaine. Hein. Là, ouais, je crois qu'on en avait une bonne dizaine. Ensuite, on va passer donc à la troisième et dernière question que je traiterai dans cette vidéo parce que je traiterai de la didactique dans une prochaine vidéo. Sinon, ça va faire une trop grande vidéo. On a une étude stylistique qui vaut 4 points, donc c'est quand même non négligeable aussi. Alors, c'est en fait un commentaire de texte. Mais attention, c'est stylistique. Quelle est la différence entre un commentaire de texte littéraire et une étude stylistique d'un texte? C'est que dans le commentaire de texte littéraire, on va donner place largement à l'interprétation plus qu'au procédé. Bien sûr, il faut des procédés, mais les procédés d'écriture vont en fait être amenés par l'interprétation et par la compréhension du texte. Dans l'étude stylistique, c'est le procédé qui doit être premier. C'est toujours le procédé, on va chercher des procédés et on va expliquer ensuite ces procédés, on va éventuellement donner une interprétation. Mais si vous voulez, il y a une légère différence. L'idée c'est pas de dire des généralités sur le texte, des trucs trop littéraires, de faire des interprétations, de faire des références, etc., des liens intertextuels, non. L'étude stylistique, elle est vraiment fondée sur le texte, sur les procédés, c'est quelque chose de très technique, vous allez le voir, et d'un petit peu artificiel par certains côtés. Cette étude stylistique, comme c'est un commentaire, elle est composée d'une introduction, d'une problématique, d'un plan. Alors le plan par contre il apparaît sous forme détaillée, donc avec des titres soulignés. Cette fois-ci une conclusion, mais tout ça de façon très synthétique. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire, moi je vous conseille de consacrer 1h30 à ce commentaire stylistique. La PES on vous donne en fait quand même une direction pour orienter votre problématique et votre étude du texte. Donc là par exemple, comme c'était des textes de théâtre, on nous a dit vous proposez une étude stylistique du texte A en vous intéressant aux formes et aux fonctions du dialogue théâtral. Donc il s'agissait vraiment d'axer son explication autour des formes et fonctions du dialogue théâtral et pas de faire son petit truc dans son coin. Ça va toujours être en lien avec les caractéristiques du genre ou du type de texte à l'étude, ou même d'un registre. L'introduction, ça ressemble peu au prou à une introduction de commentaires littéraires, mais c'est juste un peu moins développé. Après le siècle de Molière, dont les pièces sont connues pour mettre en scène des personnages complices et manipulateurs, maîtrisant l'art du discours tel Tartuffe ou Don Juan, Jean-François Regnard, avec la comédie Le Légataire universel 1708, propose un jeu de dupes dans lequel Éraste, avec la complicité de ses suivants, cherche à devenir l'héritier de son oncle Géronte. Je ne connaissais absolument pas cette pièce, mais grâce au thème, j'ai réussi à faire un lien avec mes connaissances littéraires. Donc ensuite, je fais un résumé pour montrer que j'ai bien compris la pièce, enfin ou l'extrait plutôt. Dans cette scène, les trois complices Éraste, Crispin et Lisette expliquent à Géronte qu'il a signé un testament chez le notaire. Le vieil homme ne s'en souvient pas et pour cause, Éraste a usurpé son identité.
En présence du notaire, les trois complices se lancent dans un dialogue polyphonique où ils tentent tour à tour de convaincre et persuader Géronte de leur bonne foi. Les répliques s'appuient sur les ressources de l'argumentation et de la narration, mêlant les fonctions expressives, communicatives, informatives et argumentatives du dialogue théâtral. Recourant au pathos autant qu'à la logique, les trois compères jouent avec le langage face à un Géronte démuni qui ne peut que se laisser manipuler. Donc vous voyez l'introduction, d'abord accroche, présentation du texte, situation d'énonciation, qu'est-ce qui se passe dans ce texte, qui, quand, quoi, où, comment. Et ensuite, je caractérise le texte, donc c'est un dialogue polyphonique, il tente de persuader et convaincre, donc je parle aussi des registres, le pathos, la logique. J'introduis également la notion qu'a étudiée, ou les notions qu'a étudiées, forme et fonction du dialogue théâtral. Alors moi j'ai surtout traiter des fonctions, parce que forme, je voyais pas trop ce qu'il voulait dire. J'ai parlé donc des fonctions expressives, communicatives, informatives, argumentatives du dialogue théâtral. J'ai vraiment axé sur ce qu'il nous demandait. Ensuite, j'amène la problématique. Dans quelle mesure le dynamisme de ce dialogue théâtral, par la variété de ses formes et de ses fonctions, est-il une arme efficace de manipulation? Vous voyez que j'ai intégré la consigne à ma problématique, c'est ce qu'il faut faire. J'amène mon plan. Il s'agira d'étudier dans un premier temps la fonction communicative du dialogue théâtral qui se donne à voir comme un dialogue polyphonique, avant de montrer comment la fonction narrative du dialogue théâtral sert l'argumentation tout en rappelant au spectateur l'intrigue par sa fonction informative, ce qui mènera à analyser l'efficacité de la fonction argumentative de ce dialogue théâtral. Et là j'ai fini mon intro donc avec cette annonce de plan. C'est un plan apparent, il faut absolument que vos titres soient explicites, apparents, avec des grands 1, des petits 1, des petits 2. Alors moi je vous conseille de faire 3 grandes parties et 3 sous-parties dans la mesure du possible. Si vous n'y arrivez pas, faites au moins 3 grandes parties et 2 sous-parties à chaque fois. On rédige uniquement sous forme de tirets. Je vais vous montrer un exemple, mon premier paragraphe, le petit 1 du grand 1. Alors le grand 1 c'est la fonction communicative du dialogue théâtral qui permet d'engager une conversation polyphonique. Et dans le petit 1, je parlais de la fonction fatigue du langage qui est prégnante à l'ouverture de la scène. Alors vous voyez ici, on reste vraiment dans quelque chose de très terre à terre, de très technique. On va pas dire oh bah les personnages sont en train de parler. Non, on va dire la fonction fatigue du langage est présente à l'ouverture de la scène. En gros, les personnages s'interpellent et se parlent, on est clairement dans du dialogue. Il faut vraiment partir de l'évident. Là on n'est pas comme dans un commentaire littéraire où on va être dans de l'interprétation très profonde. On reste au ras du texte. Alors on va rentrer un petit peu dans l'interprétation, mais on est surtout ici en train d'expliquer quels sont les procédés formels pour provoquer tel ou tel effet, pour mettre en place le texte. Et il faut toujours citer avec le numéro du vers ou de la ligne, je précise toujours pour que l'examinateur puisse se repérer dans le texte. Donc Monsieur, Lisette, Crispin établissent la situation d'énonciation et multiplient les interlocuteurs, créant une polyphonie. Donc là, je justifie ce que je disais en introduction. Interjection A, vers 2 montre la fausse surprise d'Érasme qui répond à la question de son oncle à propos du testament. Donc vous voyez, je ne rentre pas dans l'interprétation, je dis juste que l'interjection, ça montre juste une surprise. Je dis juste que l'interjection montre de la surprise, mais qu'elle montre surtout l'existence d'une interaction avec le mot répond, qui répond. Donc restez vraiment dans des considérations purement techniques, et techniciste même, c'est ce que veut le commentaire stylistique. Alors sachez que vous n'êtes pas censé faire de transition entre les grandes parties parce que tout simplement vous n'avez pas le temps et que c'est un plan apparent, c'est un peu un plan semi-rédigé, un plan détaillé quoi. La conclusion elle tient en 4-5 lignes. Ce dialogue théâtral, caractérisé par la polyphonie, montre comment fonctions communicatives, narratives, informatives, expressives et argumentatives s'entremêlent pour former une stratégie argumentative efficace, proposant un moment de complicité avec le spectateur qui s'amuse de la crédulité de Géronte et de l'habileté des complices d'Éraste, paradoxalement presque absents de l'extrait. Donc n'oubliez pas aussi de faire des remarques qui appartiennent au genre que vous avez à commenter. Ici c'était du théâtre, donc il fallait nécessairement parler de la relation avec le spectateur, et des jeux de scène, j'ai parlé des didascalies, j'ai parlé des gestes, des personnages. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être profitable. Je ferai la partie numéro 2, donc ce qui concerne la didactique dans une prochaine vidéo. Tout ce que je vous ai expliqué là aujourd'hui, ça concerne 10 points sur les 20 attribués sur cette épreuve et que la didactique c'est 10 autres points, donc c'est tout aussi important à ne surtout pas négliger. Vous verrez aussi qu'il est important de traiter la partie théorie en premier parce qu'elle va vous apporter ensuite de l'aide pour les exercices qui seront demandés en didactique. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en barre de commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.